Bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour assister à cette 4e table ronde de la journée. Table ronde qui prend la forme d'une question un petit peu rhétorique. A-t-on abandonné les classes populaires et les services publics? Alors, pourquoi cette question? Parce qu'on fait collectivement et relativement unanimement le constat de la désaffection des classes populaires pour les partis de gauche traditionnels. Classe populaire qui se tourne assez massivement vers soit l'abstention, soit le vote Front National depuis maintenant une dizaine d'années. Et donc avec l'idée d'une gauche qui aurait totalement abandonné l'électorat populaire. Effectivement, les forces progressistes tendent à mobiliser davantage les classes moyennes et supérieures urbaines. Et dans ce même mouvement, les questions sociales et les questions économiques se trouvent finalement de moins en moins pensées par ces mêmes forces politiques. Pourquoi finalement poser cette question de pair avec celle des services publics? Parce qu'ils sont au cœur de ces questions sociales et économiques, en ce qu'ils protègent avant tout les plus faibles. Or, beaucoup de ces services publics traversent aujourd'hui une grande crise, que ce soit dans le domaine de la santé, dans celui des transports, celui de l'éducation. Donc on fait le constat assez général d'une fragilisation des services publics qui n'a pas attendu l'action politique d'Emmanuel Macron, même si son arrivée au pouvoir l'a plutôt renforcée. Donc on a cette nécessité de penser les deux questions de front en même temps, parce qu'on ne peut reconquérir les franges les plus modestes de la société française sans redresser et sans renforcer les services publics. Cette question, elle ne peut plus faire l'objet d'un impensé de la part des forces progressistes. Pour aborder donc cette grande question complexe et riche, j'accueille 4 intervenants. Merci à eux d'être ici. Emmanuel Morel, qui est député européen, membre du Parti socialiste. Gérald Andrieux, qui est journaliste et essayiste et qui a notamment publié à la fin de l'année 2017 Le peuple de la frontière aux éditions du Cerf. Marie-Pierre Vieux, qui est députée européenne, membre du Parti communiste français et qui suit notamment au Parlement européen, si je ne me trompe pas, la question des transports. Et enfin, Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord. Donc pour cette rencontre, on va essayer d'articuler le débat autour de 4 questions. Je vais vous donner la première. Avant d'aborder vraiment la question, il faut savoir de qui on parle. C'est quoi les classes populaires? C'est plus uniquement la classe ouvrière comme ça a pu l'être historiquement. C'est aujourd'hui probablement quelque chose de beaucoup plus fragmenté, de beaucoup plus hétérogène. Et il faut savoir de quoi est fait cette frange de la population. Je vais peut-être me tourner en premier vers Gérald Andrieux, si vous avez quelque chose à dire à ce sujet. Alors, si ma tâche est de définir ce que sont les classes populaires, je vais le dire tout de go, j'en suis incapable. Je les ai rencontrées. J'ai marché à leur rencontre d'octobre 2016 à mars 2017. C'est ce qui a donné lieu à ce livre, effectivement. Mais définir ce que sont les classes populaires, c'est très compliqué. En tout cas, moi, je ne vais pas le faire. En revanche, elles-mêmes sont capables de se définir comme appartenant à une classe. Et cette classe, ils l'appellent le peuple. Alors, Emmanuel Morel ne m'en voudra pas, mais il y a quelque temps, il m'a fait inviter au Parti socialiste pour un atelier sur... Le thème du débat pour lequel j'avais été convié, il s'agissait d'identifier les nouvelles inégalités et le Parti socialiste demandait, faut-il pour cela revenir aux classes sociales? Et je leur ai dit, c'est très intéressant que vous posiez la question de faut-il revenir ou pas aux classes sociales. Moi, les gens que j'ai rencontrés, comme je le disais à l'instant, eh ben, ils y sont revenus par eux-mêmes et ils en voient deux, eux et vous, ou eux et nous, c'est-à-dire le peuple et l'élite. Et c'est aussi simple que ça. Bon, derrière, je ne vais pas préciser que je leur ai vendu l'idée de développer un populisme de gauche, tendance conservatrice, conservateur plutôt, le populisme. Là, de grands éclats de rire ont envahi la salle. Il y avait peu de monde, mais de grands éclats de rire ont quand même envahi la salle. Donc définir les classes populaires, c'est très compliqué. En tout cas, ce à quoi on a assisté pendant cette présidentielle 2017, c'est une sécession de ce peuple, une sécession civique. Vous avez quand même 12 millions de personnes au second tour. C'était un second tour très particulier, je l'admets. Mais vous avez 12 millions de personnes qui se sont abstenues,
qui ont expliqué que cette présidentielle s'était jouée sans eux et que donc il n'y avait aucune raison de participer à ce second tour. À ces 12 millions se sont ajoutés 3 millions de votes blancs et 1 million de votes nuls. C'est considérable, ça devrait occuper chacun des débats politiques et médiatiques, et en fait ça a été effacé en 2 temps 3 mouvements. Et ce peuple-là, ces classes populaires, elles se sont comptées ce jour-là. On en a un échantillon considérable, et peut-être il faut se poser la question de pourquoi se sont-elles abstenues. Moi, ma spécialité concerne plutôt les classes populaires qui vivent loin des grandes métropoles. Et je trouve ça intéressant que vous m'ayez invité, je vous en remercie, parce qu'habituellement, les formations de gauche ont beaucoup de mal à vouloir aborder la question de la France périphérique. Parce que son promoteur sentait un peu le soufre, parce que, croit-on à gauche, on n'aurait de l'empathie que pour quelques-uns, et en quantité limitée, et donc on pourrait s'adresser qu'à une partie des classes populaires et pas à toutes. Et grosso modo, il y aurait des Français, les Français de souche, appelons-les comme ça, soyons un peu polémiques, qui n'auraient pas droit à l'attention des formations politiques de gauche. Eh bien, je crois que ce temps-là n'est pas totalement fini, mais le simple fait que vous m'invitiez, j'y vois un signe intéressant. J'entends aussi que le discours évolue un petit peu dans le débat politique et médiatique, et je vois ça comme un ravissement. Mais ce n'est que le début, et j'espère qu'on va en débattre avec mes camarades de tablée. Bien sûr. Emmanuel Morel, peut-être que vous voulez répondre ? Oui, classe populaire, c'est un concept assez récent et peu scientifique. Et la vérité, c'est que c'est un concept qui a été utilisé par ceux qui, sous prétexte d'appréhender la complexité du monde, se refusaient à en revenir à une grille de lecture traditionnelle, la grille de lecture marxiste, consistant à dire que dans la société, il y avait 2 classes principales, on va dire la classe ouvrière et la bourgeoisie. Et donc c'est une expression euphémistique qui se donne pour objectif de rendre compte d'une réalité, d'ailleurs Maël Gélin l'a dit à l'instant, complexe, alors qu'en vérité, il y a une réalité de classe qui n'est pas complexe. Et il y a une réalité de l'exploitation qui ne l'est pas non plus. Et il y a une forme de sophistication que je juge un peu superflue à désormais parler de classe populaire, là où en réalité les rapports traditionnels d'exploitation perdurent et demeurent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que y a une réalité sociologique quand même qui doit intéresser la gauche, en tout cas celle qui n'a pas abandonné toute idée de transformation sociale. Il y a un corps central de la société. Et ce corps central de la société, il est composé essentiellement d'ouvriers et d'employés. Ça représente à peu près 15 millions d'actifs. C'est énorme. Si on ajoute à ça les gens qui ont perdu leur travail et qui aspirent à redevenir travailleurs, et ceux qui étaient travailleurs et qui sont rentrés en retraite, on voit bien en réalité que cette classe largement majoritaire, beaucoup moins hétérogène qu'on le dit, c'est celle qui nous intéresse quand on est militant de gauche et militant progressiste. Et c'est à elle qu'on doit apporter des réponses et c'est pour elle qu'on doit se battre. En tout cas, c'est le camp social pour lequel on s'engage. Classe populaire, je vois bien pourquoi c'est utilisé aujourd'hui. Ça fait écho aussi à des représentations culturelles. Il y a une culture populaire qui est différente de la culture savante ou de la culture bourgeoise. Et je comprends pourquoi c'est mis dans le débat. Mais je pense quand même que pour être plus efficace, il faut continuer à mettre des mots sur une réalité qui existe, je le maintiens. Après, évidemment, l'atomisation du marché du travail, l'apparition du chômage de masse, et puis la perte de conscience de classe, parce qu'en fait c'est ça le problème. La classe existe, mais la conscience de classe s'étiole. Mais ça appelle aussi une réponse politique de gauche. Et pour simplifier, on peut dire que le mouvement progressiste se fixe pour objectif la conscientisation de la classe qui vit de son travail, mais qui ne bénéficie pas de la valeur ajoutée. En gros, c'est ça.
Notre rôle, c'est d'homogénéiser des revendications là où l'idéologie dominante nous explique qu'il y a une grande diversité, une grande complexité. Ça ne veut pas dire simplifier, ça veut dire se fixer des objectifs politiques clairs. Alors après, on peut trouver tout ce qu'on veut. François Mitterrand disait les forces du travail, de la jeunesse et de la création. C'est pas mal. Moi, je dirais en tout cas qu'il faut un front de classe et qu'il faut donner un débouché politique à ce front de classe. Mais alors, comment construire ce front de classe et comment parler à des gens qui n'ont pas forcément cette conscience d'appartenir à une même classe, qui sont parfois totalement isolés dans leur travail, qui n'ont pas de collectif de travail, qui n'ont pas d'appartenance à un syndicat parce qu'ils sont isolés. Je pense aux salariés de la sous-traitance, par exemple. Comment, ça c'est le grand défi aujourd'hui aussi, comment parler à ces gens-là? Adrien Quatennens, peut-être? Oui. D'abord, pour contribuer au débat sur la définition de ce que seraient les classes populaires, si tant est qu'on puisse les définir ainsi. Emmanuel Morel a commencé à le faire sur ce qui nous a précédé, c'est-à-dire la théorie marxiste. En gros, effectivement, les deux classes, celles et ceux qui possèdent les moyens de production et celles et ceux qui, ne les possédant pas, n'ont que leur force de travail à vendre au premier. Bon, ça, c'est ce qui nous a précédé. Aujourd'hui, nous, dans la réflexion qu'on se fait, on a toujours deux grandes catégories qu'on va théoriser, en tout cas poser de la manière suivante. C'est en gros les 1% de possédants face aux 99 autres pourcents qu'on va appeler le peuple. Le fait de dire le peuple ne signifie pas que l'on considère le peuple comme un tout homogène. Cette notion de peuple, pour nous, intègre par exemple la classe ouvrière définie précédemment, mais elle ne s'y résume pas. Elle l'inclut. Et on peut imaginer un certain nombre, effectivement, de contradictions qu'il y a au sein de ces 99%. Par exemple, admettons que peut-être parmi ces 99%, 10% soient dans une logique où ils se projettent absolument vers les codes, les modes de consommation et d'appartenance des 1% et agissent au quotidien dans le but de conquérir à le fait de faire partie de ces 1%. Eh bien, nous avons un certain nombre de contradictions à résoudre, en l'occurrence, et on voit bien que le système capitaliste est organisé pour pousser à ces contradictions. Je prendrai des exemples qui peuvent paraître éloignés de notre débat, mais qui ne le sont pas en fait. Pourquoi existe la publicité ou les sites de vente, sinon que pour susciter ou créer bien souvent du besoin qui n'existe pas, et pour faire en sorte, par désir mimétique, qu'on ait envie d'aller vers des modes de consommation qui sont supposés. De la même manière, on pourrait prendre l'exemple du jeunisme. J'en sais quelque chose, on voit un peu comment on s'adresse aux jeunes, y compris dans la publicité, c'est-à-dire en gros une catégorie qui n'aurait pas de cervelle, ce qui sous-entend aussi que peut-être on pourrait la sous-payer ou la surprécariser. Donc le peuple existe en tant que tel, mais n'est pas homogène. Et il est en plus, ça a été dit, et moi je veux enfoncer le clou là-dessus, il est effectivement socialement pulvérisé par les logiques capitalistes que l'on voit à l'œuvre, libérales, qui accentuent ce phénomène d'atomisation. Si vous regardez ce qui s'est passé par exemple sur les 20 dernières années, l'analyse a été faite de multiples fois, les chiffres on les connaît, dans ce qui participe notamment de la montée des inégalités. Bon, vous avez les 20 dernières années, plus 200% d'augmentation pour les dividendes, seulement plus 14% pour le salaire moyen et plus 1,6 million de pauvres en France. Bon, tout ça, ça dénote aussi quelque chose du paysage et de comment on peut le percevoir. Après, vous parlez dans votre question, vous dites, est-ce qu'il y a la conscience d'intérêt commun? Et certains disent, notre travail, c'est finalement de participer à je ne sais plus comment tu as dit ça, l'homogénéisation de cette conscience. Bon, moi, je considère, peut-être à l'inverse, que notre rôle n'est pas d'injecter de la conscience, mais bien de déterminer les intérêts communs. Car pour moi, s'il y a intérêt commun, et si nous arrivons à les déterminer, alors la conscience en découle de fait. Voilà. Et notre rôle n'est pas de créer une nouvelle avant-garde révolutionnaire. Vous savez, un petit peu comme l'avait théorisé Lénine, qui disait le parti doit injecter de la conscience, et c'est son rôle, ce qui induit d'ailleurs une forme d'organisation centralisée et particulière. Nous, on dit au contraire, notre rôle est plus de faire en sorte de pouvoir déterminer quel est l'intérêt commun, et de cet intérêt commun découle la conscience. Et ces intérêts communs, force est de constater qu'ils sont aujourd'hui très larges. Et on peut aller même vers ce que nous avons fait, notamment dans le cadre de la campagne présidentielle, c'est-à-dire l'idée de projeter cette idée d'un intérêt général humain qui dépasse toutes les formes de désaccord, qu'il soit religieux, qu'il soit même
partagés d'ailleurs par des gens qui sont peut-être des cadres dirigeants ou d'autres qui sont finalement les classes les plus précarisées, mais qui ont cet intérêt général en commun. C'est cela que nous devons déterminer, et par exemple la question climatique permet de le faire, puisque cette question-là ne connaît pas de frontières, ne connaît pas de limite des religions, bref. Et nous faisons le pari qu'il y a une forte disponibilité, y compris dans ce pays, pour déterminer cet intérêt général et trouver ce qui fait sens entre la population. Pour nous, il y a 3 paramètres essentiels qu'il faut prendre en compte et qui sont nouveaux. Il y a d'abord l'émergence d'un nouvel acteur en tant que tel, le peuple, et y compris la question des réseaux et de l'accès aux réseaux est une des principales revendications, parce que je sais qu'on parlera après du service public, mais qu'est-ce que la revendication de l'accès au service public, sinon celle de l'accès à un réseau et à une connexion? La détermination de l'intérêt général humain comme deuxième paramètre, et ensuite une méthode liée à ça qui est nouvelle, qui est celle de la révolution citoyenne, c'est-à-dire par la conviction, par le fait de convaincre et par l'argumentation, faire en sorte que cet intérêt général puisse s'exprimer par le vote et que les idées que nous portons puissent accéder au pouvoir. Merci. Marie-Pierre Vieux, peut-être sur cette question des défis de l'atomisation, de la conscience de classe, du peuple. Sur le tout, peut-être. D'abord, réalité de classe qui n'est pas complexe, a dit Emmanuel, moi j'y souscris. Je pense même que ça n'a jamais été autant manifeste. Quand on regarde Macron, on dit bien Macron est le président des riches. Dire que Macron est le président des riches et qu'il mène la politique pour les riches, ça veut dire qu'inversement, on se situe dans un camp qui n'est pas celui de Macron et dans une autre conception, justement, des réponses aux enjeux qu'on vit. Donc je crois que la réalité n'a jamais été aussi prégnante, qu'en effet, je pense qu'il faudrait peut-être quand même prononcer un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début du débat et qui quand même est déterminant dans la réalité de classe, c'est le rapport au travail, où aujourd'hui au non-travail, ou à la précarité, ou à la flexibilité, ou à la discrimination au travail, et là on croise les problématiques des réfugiés, des migrants, des travailleurs sans papier, ou alors, y compris, la question des femmes et des hommes, de genre. Et donc, je crois qu'il faut prendre toutes ces questions. Mais donc, une réalité de classe avec le fait qu'il n'y a pas au bout conscience de classe, ou en tout cas qu'elle n'est pas suffisamment précise. Je crois que ça aussi, c'est une réalité, qu'il faut y travailler dans ces contradictions, et qu'il faut prendre acte, là encore, que ce recul de la conscience de classe, il ne vient pas de rien. On a parlé beaucoup des 10 dernières années. Tu parlais dans ton introduction de la montée de l'abstention, de la montée du Front National. La montée du Front National ne date pas des 10 dernières années. Le Front National, il a émergé en France dans les années 80. Et le déclassement, le fait qu'il y ait une partie de la population qui à un certain moment commence à chuter par rapport aux autres, commence à se sentir invisible. Ce terme revient très souvent. Il date quand même des premiers tournants libéraux et des premières politiques françaises et européennes qui ont mis au devant de la scène un système mondialisé où la part de la concurrence libre et non faussée est de plus en plus grande. Donc évidemment, moi, dans l'intérêt commun qu'on va construire, dans la manière dont on va fédérer le peuple, parce que moi je peux souscrire à l'idée qu'aujourd'hui il y a 99% de personnes à fédérer dans des revendications différentes, dans des situations différentes, parce que parmi ces 99, il y en a qui sont plus inégaux que d'autres. Je vous donne les chiffres comme tels, mais quand je parle d'invisibles, l'exclusion des ouvriers, des assemblées et du monde politique, c'est une réalité. Moins de 4% d'ouvriers élus dans les assemblées nationales des pays de l'Union européenne. Et aujourd'hui, entre 0 et 2% d'employés élus au Parlement européen. Donc, c'est à l'ensemble de ces questions qu'il faut essayer non pas de s'adresser, mais de répondre dans la complexité, en créant évidemment un intérêt commun, mais je crois que l'intérêt commun, on va le définir évidemment en posant des revendications convergentes. Adrien vient de parler de l'écologie. Je pense en effet que c'est une question aujourd'hui qui est une question qui est porteuse de tout, qui est porteuse de la question démocratique, de la question sociale et des enjeux mondiaux. Je pense que la question du travail et du non-travail, on doit continuer à la porter.
Je pense que la question de la démocratie est une question première, mais en même temps, construire cet intérêt commun, il faut, pour le construire, en même temps, pouvoir participer à développer les revendications et les rapports de force, y compris pouvoir gagner sur des rapports de force, là où ils sont. Et c'est là, et je m'arrêterai là-dessus, que je crois que dans la construction d'une conscience de classe et dans la réponse à la situation qu'on vit aujourd'hui sur les classes populaires, on ne peut pas se détourner de la question sociale et du mouvement social, de la question syndicale notamment, de la question culturelle, parce qu'à un certain moment, travailler les leviers de ce que moi j'appelle une alternative, eh bien, c'est aussi travailler ce matériau de cette dimension-là. Chaque fois qu'il y a eu au devant de la scène une coalition des forces progressistes et la classe ouvrière qui a pris le pas, eh bien, elle s'est fédérée aussi sur des formes d'imaginaire et sur un horizon qui était du domaine idéologique. Et puis ensuite, eh bien, on va l'aborder, j'imagine, il faut travailler des stratégies de convergence à l'échelle politique. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je continue de ce point de vue à utiliser le mot gauche, je préfère le dire d'emblée, parce qu'au-delà de la question des appareils, la gauche, c'est un levier de repère, d'imaginaire, et une somme d'expériences et d'expérimentations qui font toujours sens dans les consciences. Alors vous parlez de la gauche, et vous dites que c'est un terme que vous revendiquez, mais on a fait le constat quand même donc de cette désaffection de l'électorat populaire pour les partis de gauche. Pourquoi il y a eu cette désaffection? Pourquoi il y a eu ce divorce? Il y a quand même souvent, du coup, chez les classes populaires, un rejet de l'imaginaire de gauche, des partis de gauche, de ce qui est associé à la gauche. Alors, on peut très bien continuer à utiliser le terme, mais alors comment est-ce qu'on parle à ces gens et quel imaginaire on mobilise à ce moment-là? Je ne sais pas, peut-être Gérald Landrieux ou Emmanuel Morel. Est-ce qu'il y a un rejet des classes populaires de la gauche ou est-ce que la gauche a rejeté les classes populaires? Inversons plutôt la question. Je prends un exemple tout bête. Tout récemment, il y a Philippe Poutou qui a tweeté en se moquant de la ferveur populaire suscitée par la Coupe du Monde. Comme si le fameux peuple était incapable de se rendre compte que oui, il y avait les jeux, il y avait le pain, que le pain était important, mais qu'on avait droit au bonheur, à des bonheurs simples, de pousser un ballon dans une cage. C'est un bonheur simple. Mais pour lui, c'était déjà trop. Il faudrait se préoccuper de choses beaucoup plus sérieuses. L'un n'empêche pas l'autre. Et une fois qu'on a dit ça, moi je me dis, oui, la gauche a détourné le regard. Et sur des trucs tout simples. Prenons le débat des 80 km/h. Je suis sûr que dans des tas de réunions de formation politique de gauche, on nous dit, on doit entendre le genre de discours, les Français nous saoulent avec ça. Qu'est-ce qu'ils ont avec ces 80 km/h? Mais symboliquement, psychologiquement, cette mesure, elle est détestable. Le mouvement serait réservé qu'à quelques-uns, les fameuses élites qui nous dirigent, qui nous disent de nous mettre en marche, en mouvement. Et puis les classes populaires, elles, devraient ralentir de 10 km/h, et ça serait normal. Les mêmes à qui l'on dit, quand on se déplace à la souterraine, ils nous font chier, ceux-là, ils peuvent aller chercher du boulot à Ussel, alors que la fameuse ville d'Ussel est à 140 km, vous vous rappelez les images, 2 heures de route, 4 heures de train. Mais la gauche, est-ce qu'elle est capable d'articuler un discours autour de contraintes quotidiennes que connaissent les gens? Je prends le 80 km/h, c'est bien beau, l'idée qu'il faudrait développer tout un discours sur l'écologie, mais aujourd'hui, pour 90% des gens qui vivent en zone périurbaine, ils utilisent leur voiture pour aller travailler dans une autre ville. Je prends un autre exemple. Les dirigeants politiques vivent dans des métropoles où le commerce se porte à merveille. D'ailleurs, il y a un super livre de Laurent Casselli qui s'appelle « Les révoltes des premiers de la classe ». C'est sur ces gens issus d'HEC ou de grandes écoles et qui ne veulent pas s'enfermer dans des tours de verre et qui décident de monter des petites boutiques. Vous savez, les fameux néo-artisans, les fromagers, les caves à vin, etc. Ben, quand on vit dans des métropoles, quand on dirige ces fameux partis politiques, on ne se rend pas compte que nos petites villes sont en train de crever parce que des petits commerces sont en train de fermer. Vous me direz que tout ça, ça n'a pas d'importance. Mais où est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui dans nos villes et dans nos villages? Et ça nous amène à la question des services publics. Longtemps, il a été question pour les formations politiques de gauche de ne voir plus que la logique comptable. C'était ça qui balayait tout.
Je vous raconte un petit truc. Les gens de La République En Marche m'ont gentiment invité un matin à la questure de l'Assemblée nationale. J'ai commencé mon allocution en leur disant « Vous êtes très courageux, je vais vous expliquer qui sont les gens qui n'ont pas voté pour vous. Mais malgré tout, vous avez du courage, vous avez envie de savoir. » Il était un peu tard, hein, c'était après l'élection. Et une des députées est venue me voir à la fin en me disant « Mais puisque je venais d'évoquer le cas d'une ville qui s'appelle Fèche-le-Châtel, dans le Doubs, dont la poste avait été fermée par le maire LR. Il avait pris les devants puisque la fréquentation de la poste était en baisse totale et donc il préférait prendre les devants plutôt que la laisser mourir à petit feu. Et donc cette députée de La République En Marche est venue me voir à la fin en me disant « Mais monsieur, pourquoi voulez-vous qu'on s'occupe de cette poste et de la poste en général d'ailleurs ?» Dans sa tête, la logique comptable embarquait tout, balayait tout, puisque, m'expliquait-elle, le courrier était de plus en plus dématérialisé. Et que eux, ils étaient là pour s'occuper de la France de demain. Ce à quoi je lui ai répondu, la France d'aujourd'hui, vous en foutez. Et bien ce discours, il a trop longtemps été tenu dans les partis politiques de gauche. Parce que ces considérations-là, elles sont bas de gamme. Il faut parler de conscience de classe et se gargariser parfois de grands mots. La conscience de classe, évidemment, c'est une chose importante, mais déjà, il faut peut-être qu'on pose les bons mots. Je m'explique. Ma corporation a une responsabilité là-dedans. Depuis quelques années, on parle de classe moyenne au pluriel. Une sorte de classe moyennisation du débat politique et du débat médiatique. Qu'est-ce que j'entends par là ? À une époque, il y avait la classe moyenne. Aujourd'hui, il y a les classes moyennes. Elles sont déjà devenues plurielles. Et quand vous discutez avec des gens, même s'ils sont issus des classes populaires, eh bien, ils ont l'impression d'appartenir aux classes moyennes. Ce qui permet de se dire, bon, finalement, je ne suis pas si mal loti, pourquoi se battre ? Mon voisin, sans doute, connaît une situation plus grave. Et bien là aussi, les partis politiques de gauche se sont emparés de ce thème des classes moyennes, et il ne fallait plus parler qu'aux classes moyennes et s'occuper de leurs préoccupations à elles. Eh bien, le transport, ce n'est pas une question sale. Le commerce, ce n'est pas une question sale. Les services publics, ce n'est pas une question sale. La question de l'identité, ça n'est pas une question sale. Il faut savoir l'affronter. Il faut savoir où sont les pièges. Quand Nicolas Sarkozy lance le débat sur l'identité nationale, c'est un piège. Mais il ne faut pas fuir le débat. À l'époque, le Parti socialiste a fui le débat. Ça n'était pourtant pas un piège. Enfin, ça n'était pourtant pas un petit sujet. Il aurait fallu s'en emparer. Alors comment parle-t-on à ces classes populaires ? Déjà en leur apportant un peu de considération, en acceptant que ces classes populaires, que ce peuple, appelons-le comme on veut, a besoin de protection et de permanence. Et que la protection n'est pas un mot, encore une fois, sale. Alors j'ai d'autres mots à citer comme ça, mais je vais peut-être arrêter. L'immigration aussi est un sujet qui n'est pas un mot sale. On a droit d'en débattre. Et la frontière aussi est un mot qui mériterait d'être débattu et repris par le discours de gauche. Je ne dis pas ça parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le peuple de la frontière ». Mais les gens que j'ai rencontrés, ils ont bien conscience que la frontière est, comme Régis Debray le disait, le bouclier des humbles. Mais là encore, c'est un mot qui a été abandonné par la gauche. Je vais peut-être livrer tous ces mots à mes camarades et voir s'ils veulent bien s'en emparer. Emmanuel Morel, Gérald Andrieux a directement mentionné le Parti socialiste et sa responsabilité. Quel regard vous portez là-dessus ? D'abord, je vais revenir sur Poutou, parce que je trouve ça assez emblématique du mépris de classe traditionnel des avant-gardes. Mépris sur le foot. C'était pareil quand Johnny est mort. Il y avait ce même mépris pour ces cons, ces beaufs qui communiaient alors qu'un artiste populaire était mort. C'est sérieux parce qu'en fait, tout ce que dit Gérald Andrieux est fondamental. Et d'ailleurs, je vous invite à lire son livre, Peuple de la frontière, puisque précisément, il rencontre des gens qui n'attendaient pas Emmanuel Macron. C'est pas seulement qu'ils n'ont pas voté pour lui, ils ne l'attendaient pas. En réalité, ils n'en ont pas grand-chose à foutre, mais ils n'attendaient pas plus les autres. Et donc, évidemment, et c'est quand même surtout le front Est, hein, donc ça concerne beaucoup de gens, c'est un livre qui est très intéressant et pour un responsable politique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose,
sans parler que du Parti socialiste, il y a une évolution de la gauche, on va dire réformiste, progressiste, enfin, je ne sais pas les termes traditionnels, quoi, qui à partir du moment où elle accepte le capitalisme et donc elle tolère les inégalités, ou souvent c'est ça, d'ailleurs c'est plus que du social-libéralisme, c'est du social-défaitisme. C'est-à-dire elle anticipe un rapport de force défavorable, elle se dit que c'est trop dur de s'attaquer à la racine des problèmes économiques et sociaux. Progressivement, elle se résigne, ou en tout cas, elle renonce à un certain nombre de réformes radicales. Et donc, finalement, il y a une translation sur les questions purement sociétales. C'est l'évolution de la gauche américaine qui a été très bien décrite par un grand sociologue américain, vous connaissez tous, Christopher Lasch, dont les textes sont incroyablement d'actualité aujourd'hui. Aussi bien sur la question de la sécession des élites, c'est son fameux livre sur la révolte des élites, que sur la culture du narcissisme contemporain, que sur la culture populaire et le mépris des peuples. C'est très intéressant, de la même façon que sont intéressants les travaux d'un Michéa. Alors je sais bien qu'il est sulfureux aujourd'hui, mais il apprend beaucoup de choses sur la gauche, et c'est une gauche qui se veut populaire, puisque le mot est désormais au centre du débat. À partir du moment où on renonce à s'attaquer aux questions économiques et sociales, se met en place un phénomène assez particulier qu'on a bien vu chez les démocrates américains. On fait la politique des classes moyennes supérieures, mais pour se donner bonne conscience, on s'adresse aussi à ce qu'on appelle les minorités, qui auraient des revendications spécifiques, donc il faut traiter les unes après les autres. Hillary Clinton, de ce point de vue-là, pendant la campagne présidentielle américaine, était un exemple, enfin c'était vraiment un prototype de ça. Mais je rajoute un autre point qui rejoint un peu ce que disait Gérald, qui est très intéressant dans la gauche américaine et un peu dans la gauche française. Ça s'accompagne d'une sorte de... c'est une variante de la haine de soi, notamment la dénonciation du petit blanc. Hein, dans la campagne de Clinton, il y avait cette espèce de hargne, de rage par rapport aux travailleurs de la Rust Belt aux États-Unis, les travailleurs blancs, les rednecks et tout ça, avec un mépris et une hargne qui était très interpellante. Ce mot n'existe pas, mais enfin, c'est pas grave. D'une certaine façon, dans la gauche française, il y a un peu ça aussi, dans certains courants de la gauche française. Hein. Et pour celui que je connais en particulier, c'est la fameuse note de Terra Nova, là, dont on a beaucoup parlé. Mais la note de Terra Nova, en réalité, n'était pas prescriptive. Elle se bornait à décrire quelque chose qui existait déjà, notamment dans les métropoles françaises. C'est-à-dire qu'on avait une partie de la gauche socialiste, écologiste, qui s'adressait prioritairement aux classes moyennes supérieures, et qui après avait un discours catégoriel pour certaines minorités supposément opprimées. Bon, évidemment, ça donne une catastrophe politique. C'est ce qu'on décrit. Je pense quand même qu'il faut relativiser l'ampleur de la désaffection. Parce que quand on regarde... il y a 2 élections où les classes populaires se déplacent encore. Pas en masse, mais quand même encore. La présidentielle et les municipales. Pourquoi ? Parce que c'est 2 élections au cours desquelles les gens ont l'impression que ça peut quand même avoir peut-être une petite influence sur leur vie. Municipale, c'est évident, et même présidentielle, quand même, les gens, parce que, contrairement à bien des responsables politiques de gauche, eux, ils s'identifient à un récit national, ils se sentent appartenir à une nation. C'est moins vrai dans ces cas-là, dans le cas de la présidentielle ou des municipales. Donc il faut relativiser l'ampleur de la désaffection, mais évidemment, il faut essayer d'y répondre. Je reviens quand même sur le débat qu'a soulevé Adrien sur la question de la conscientisation. Parce qu'en effet, il faut définir des intérêts communs. Mais le rôle d'un parti politique, sans être avant-gardiste, c'est quand même aussi de déconstruire l'idéologie dominante. Et ça, c'est une forme de conscientisation. Quand notre travail, par exemple, c'est d'expliquer, à rebours de tout ce que racontent une grande partie des masses médias à longueur de temps, que l'opposition entre travailleurs du public et travailleurs du privé, elle est factice. Qu'en réalité, ils ont des intérêts convergents. Que l'opposition entre travailleurs immigrés et travailleurs, je ne sais pas comment on dit, de souche, là, elle est aussi factice d'une certaine façon. Et donc, ça, c'est pas avant-gardiste, c'est juste un rôle de militant politique. Enfin, dernière chose, pour que les gens... Ça sera très dur, hein, faut pas croire, je ne crois pas qu'il y ait aucun parti, même très dynamique, comme la France Insoumise, qui est aujourd'hui à la recette pour reconquérir l'électorat populaire, pour renouer avec l'électorat populaire. En revanche, ça n'est que si on met au centre du débat des thèmes qui les intéressent au premier chef, qu'on redeviendra un peu crédible. C'est pour ça qu'il faut parler des salaires, par exemple.
Moi, je trouve hallucinant que dans un moment où on a une telle explosion des inégalités et une telle distorsion entre ce qui revient au capital et ce qui revient au travail, on soit pas en capacité de mener des vraies campagnes sur les salaires, sur l'échelle des salaires, sur le salaire maximum, sur le salaire minimum évidemment, et sur le salaire minimum européen. Chère Marie-Pierre aussi, je pense que c'est des campagnes qui devraient nous mobiliser, nous occuper de la même façon. Peut-être que je suis un peu trop long. Et ben je dirais, pour le reste, je suis d'accord avec Gérald, de toute façon, sur à peu près tout, mais ça ne surprendra personne. Marie-Pierre Vieux, je vous entendais acquiescer. Est-ce que vous partagez complètement le diagnostic d'Emmanuel Morel ? Oui, en ce qui concerne le regard qu'il porte sur son propre parti. Mais nous, notre problème au Parti communiste, il était avant. C'est-à-dire que nous, on a eu un problème à la fin de l'effondrement du mur de Berlin. Donc on a eu un problème qui a été que quand le capitalisme s'est mondialisé, on a été, et on continue à être vécu comme un parti qui ne peut pas avoir d'avenir parce que le communisme continue à être au cœur d'un débat, même si on peut y mettre un autre contenu. Par contre, je peux me reconnaître beaucoup moins dans les critiques qui sont portées sur un parti qui a été au pouvoir pendant près de 30 ans et qui, pendant près de 30 ans, a fait reculer quand même une partie de la conscience de classe qu'on vient d'évoquer. Vous disiez, les politiques ont détourné le regard en direction du peuple et en direction des catégories populaires. Ils ont fait plus que détourner le regard. Ils ont mené des politiques qui étaient antinomiques avec les revendications de ces populations-là. Et ces populations en sont très conscientes. Moi, je suis très dure sur le diagnostic politique et de la gauche et de nos partis. Et ce n'est pas pour autant que j'y renonce, mais je suis très dure. Quand on a vécu toute la parenthèse, depuis la fin du mitterrandisme jusqu'à Cahuzac et le quinquennat Hollande, comment voulez-vous que les plus petits soient pas désœuvrés par ce qui se passe dans la société et qu'à un certain moment, mais même, ils mettent au même niveau tout le monde. Je crois qu'il faut être vraiment bac+8 de la politique pour le prendre autrement. Donc, moi, le constat, celui-là, je le partage. Après, ce qu'il faut voir, c'est comment on s'attaque à ça. Et ce que je peux ne pas apprécier dans votre discours, c'est l'idée de considérer la politique comme un bloc monolithique. Moi, j'habite la périphérie. J'habite Tarbes. J'habite pas à Paris. J'habite même... bon, je ne prendrai pas mon expression, mais j'habite dans une ville où le salaire médian est de 1080 €. Voilà. Donc, quand on est député européen, oui, je fais partie de l'établissement par rapport au Tarbais moyen. Et en même temps, en tant que politique, c'est ma vie, quoi. Moi, je suis issue de ça, je leur ressemble, et c'est là que je lutte. Et donc, comment on fait grandir ce combat politique ? Moi, je crois qu'il faut repartir des luttes telles qu'elles se posent. C'est vrai que métropolisation, en soi, c'est une vraie question qui nous ramène d'ailleurs à service public. Métropolisation mondialisée, tu l'as dit, enfin, c'est écrit comme tel. La métropolisation en tant que telle, elle existe. Ce qui me dérange, moi, c'est la métropolisation libérale ou capitaliste, c'est-à-dire l'idée qu'on met en concurrence les territoires, comme on met en concurrence tous les secteurs de la société, et qu'à l'arrivée, la métropolisation arrive finalement à concentrer tous les moyens publics au bénéfice de l'économie de marché et du privé, et qu'il y a des zones qui sont des zones de déclassement et des zones privées de tout. Donc, j'en viens moi à dire quoi quand il faut s'attaquer à ça, c'est que la question de l'égalité, on parle quelle protection on met en place, la question de l'égalité est une vraie question. On parlait de conscience de classe, revendication, manière dont les choses se passent. Dans ma vie professionnelle, je suis éditrice. J'ai édité il y a quelque temps un livre sur Vitrolles, dans les années 80.
Dans les années 80, à Vitrolles, on avait une politique, on avait un maire socialiste qui était aidé par une boîte de com, dirigée à l'époque par un certain Manuel Valls. Et l'idée de ce maire, c'était un peu un précurseur de Terra Nova, c'est-à-dire qu'il y avait retrécissement des politiques publiques, des services publics, retrécissement de toutes les politiques sociales, et dans le même temps, comme il fallait amuser la galerie, je pense que j'utilise à peu près les termes qu'ils utilisaient, ils ont mis en place un grand stade de foot. Et donc, il y a eu la population de Vitrolles, qui était déjà avec un taux moyen extrêmement bas, qui s'est vue sans rien, avec du foot, mais en parallèle avec des populations qui arrivaient, des populations étrangères. Et donc, ils se sont vus d'une part abandonnés du point de vue des politiques et de l'État et de la mairie. Et ensuite, ils se sont vus mis en concurrence avec d'autres travailleurs. Et c'est cela qui, par un angle que je n'ai pas développé ici, a amené à ce que quelqu'un comme Maigret vienne rafler la mise. Je crois que ça doit nous faire réfléchir. Moi, il y a une lutte actuellement sur la Poste à Lourdes, qui n'est pas une grande ville progressiste, comme chacun sait. N'empêche que depuis, alors il n'y a pas une relation de cause à effet, mais depuis que la Poste a reculé, qu'il y a moins d'ouverture, qu'on est en train de casser le statut des postiers, qu'on est en train de leur changer les tournées, qu'on est en train de les flexibiliser, eh bien on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'agressions chez les gens, et notamment chez les personnes âgées. Et dans le même temps, le CADA, qui accueillait les réfugiés du département des Hautes-Pyrénées, s'est vu pillé et cassé. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne le débat à la hauteur de la manière dont on le pose, c'est-à-dire ne pas se défausser les politiques. La boutade que j'ai fait à Emmanuel, moi je me mets dans le lot. Mon parti est un parti qui a tout à gagner, mais moi je crois au champ de l'émancipation, et de ce point de vue, je pense que le communisme au sens de commun a de l'avenir. Mais en même temps, je crois qu'il y a quelque chose à bâtir ensemble et que personne là-dessus n'a le leadership, et que cette conscience, on va la faire progresser par ce qu'on a dit en termes généraux, mais qu'en effet, il faut travailler le cas à cas, et que la proximité, la question de l'empathie, c'est un mot qui est beaucoup utilisé aujourd'hui et auquel moi je souscris, eh bien, c'est quelque chose d'important. Et je m'arrêterai juste sur une remarque, puisque je pense qu'on va passer très vite aux services publics. Les services publics, ce n'est pas simplement la protection des plus faibles. Les services publics, c'est le premier facteur de redistribution universelle. C'est-à-dire qu'au même titre que d'autres choses, ça participe de la protection sociale, mais au sens acquis, au sens socle social. Qui a fédéré depuis toujours le pacte social et la République dans laquelle on vit. Et donc, c'est le générateur d'égalité. Au bon sens, égalité n'égale pas égalitarisme. Et donc, je crois que c'est une question vraiment extrêmement importante. Merci. Moi, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà glissé vers les questions suivantes. Et en premier lieu, celle du rapport entre le centre et les périphéries, qui est centrale pour notre sujet. La question notamment des métropoles mondialisées qui auraient largué les amarres et laissé de côté les périphéries. Je vais laisser Adrien Quatennens s'exprimer peut-être rapidement sur la question d'avant s'il reste des choses à dire, et puis repartir sur cette question au centre-périphérie. Ok, je vais aller sur les deux questions du coup, mais je veux aussi mettre ma contribution au débat sur la désaffection croissante. On a parlé de désaffection de la gauche, mais je crois qu'en fait, en réalité, c'est une désaffection globale pour le politique qu'on constate. Alors après, il faut définir qu'est-ce que le politique, parce qu'en réalité, si par désaffection on entend notamment l'abstention, moi je considère que l'abstention est pleine de sens politique. En réalité, c'est très profond et on le voit d'élection en élection. Le pourcentage d'inscrits avec lesquels nous sommes élus, pour celles et ceux qui à cette table le sont, honnêtement, nous disent qu'on ne peut pas continuer à penser qu'on va pouvoir aller de scrutin en scrutin en faisant comme si cela ne signifiait rien. Si, ça a une signification, c'est une grève civique, la grève des urnes, quelque part. Et quand on voit le débat qui se mène à l'heure où on se parle à l'Assemblée nationale, qui fait que l'Assemblée nationale est à cet instant constituante, ça se fait
dans le dos du peuple, encore une fois, comme ça a été fait plus de 20 fois. C'est-à-dire qu'au moment où, globalement, en plus, on est occupé à raison à fêter la potentielle victoire de notre équipe nationale, et bien là, dans le dos de tout le monde, au beau milieu de l'été, on est en train de redéfinir, l'exécutif redéfinit avec les députés les règles pour eux-mêmes, quoi, quelque part, en mettant une nouvelle fois le peuple à l'écart. Sauf que ce qu'il faut dire clairement, c'est que l'expression, la traduction de l'abstention, c'est que le peuple ne consent plus à la règle du jeu. Le message qui est porté, c'est puisque c'est ainsi, débrouillez-vous, faites sans nous. Vous n'avez pas besoin de nous. Voilà en gros ce qui nous est porté. Alors à ça, c'est clair, il faut ajouter aussi les comportements pour le moins vertueux de certains acteurs politiques. Si on ne prend qu'un exemple, mais je pense que par exemple l'affaire Cahuzac, c'est un déflagrateur, clairement, dans la population. Donc il y a des causes profondes de cette désaffection. Et après, il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que le modèle dominant, celui qui est à l'œuvre, y compris dans l'organisation économique, le capitalisme, qui est l'organisation actuelle de la société, n'est plus en capacité, en tout cas ne répond plus aux besoins fondamentaux. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle on voit de nouvelles formes d'organisation émerger, et notamment des formes d'auto-organisation. C'est-à-dire, en gros, puisque la municipalité, le département, ou en gros celles et ceux qui normalement sont responsables de la tâche qu'il s'agit d'accomplir ne le font pas, ou ne le font pas comme le peuple l'entendrait, et bien parfois les citoyennes, les citoyens prennent la tâche à bras le corps et font à la place et organisent les conditions de cela. Et on pourrait prendre plein d'exemples, même les plus basiques. Si vous prenez l'exemple d'un squat, par exemple, il n'y a pas d'espace social en soi, c'est la manière dont il est occupé qui fait qu'il y a une signification. Un squat, effectivement, c'est un mode d'organisation. Il y a des rapports sociaux qui s'y intègrent. C'est la raison pour laquelle aussi, il faut pouvoir épouser ces formes d'auto-organisation. C'est-à-dire que, bien évidemment, notre rôle, il est de celui de déterminer, de décrypter la politique qui est menée, d'apporter des réponses politiques. Évidemment, c'est le rôle de responsable politique, c'est le rôle de mouvement et de parti politique. Par contre, il faut aussi pouvoir se poser la question de comment on peut être utile tout de suite, sans attendre une séquence électorale. Et de ce point de vue, on essaye de développer des pratiques militantes qui participent du fait d'accompagner ces pratiques d'auto-organisation. C'est le cas quand vous faites des caravanes d'accès au droit, parce qu'on sait que le non-recours au droit est un vrai problème dans ce pays. C'est le cas quand vous organisez des collectes pour faire des maraudes dans les périodes hivernales. Et il y a des exemples, deux exemples que je vais prendre. Là, je sais qu'on m'a raconté que bientôt à Marseille, il y a une école qui est en train de tomber en décrépitude complète, c'est-à-dire c'est absolument abject. Eh bien, les citoyens s'organisent pour pouvoir repeindre même l'école. Ça fait des plombes qu'ils pétitionnent, etc., en disant à la municipalité on voudrait faire. Là, comme ça bouge pas, ils se retroussent les manches. Il y a une participation qui est possible et ils vont faire eux-mêmes. Voilà. De la même manière, dans les pratiques militantes, ça vaut le coup de le penser. Je prends un exemple à Roubaix. Je sais qu'il y a un des groupes d'action de la France Insoumise qui avait l'habitude d'agir tous les samedis matins. Ils faisaient leur porte-à-porte habituel. Et à chaque fois, au porte-à-porte, il ne s'agit pas bien sûr simplement de dire voilà la bonne parole, voilà comment il faut penser. Il y a aussi le dialogue qu'on instaure avec les citoyens. Et systématiquement, de semaine en semaine, on leur disait mais regardez, voyez le terrain vague à côté, là c'est complètement dégueulasse. Il y a des ordures de partout et rien n'est fait. Une semaine, 2 semaines, les porte-à-porte se passent, à chaque fois on leur dit. Eh bien, le week-end suivant, ils ont décidé de laisser les tracts dans le coffre, et plutôt que d'aller distribuer des tracts, eh bien pareil, ils ont pris les gants, les râteaux, et ils ont fait le travail. Voilà. Ça participe aussi d'une manière de dire aux gens, bien évidemment, il y a un diagnostic politique, bien évidemment, il y a des solutions politiques, et en attendant qu'elles arrivent, il faut pouvoir accompagner ces logiques d'auto-organisation, parce qu'elles politisent aussi la population. De la même manière, quand on dit l'Assemblée constituante, c'est un moyen pour le peuple, en tant que constituant, de se réapproprier la politique, de redéfinir lui-même la règle, les formes d'auto-organisation participent de cette détermination du peuple à ses propres aspirations. Ensuite, vous posez la question de savoir comment on amorce la reconquête politique. Là, moi, je vais y aller sans détour. Quitte à déplaire, je pense qu'il faut clairement épouser le dégagisme. Et je le dis d'autant plus que le dégagisme, ce n'est pas quelque chose qu'un courant ou qu'un mouvement politique impose. Ce n'est pas nous qui avons inventé le dégagisme. Il est présent dans la société. Alors que faut-il faire ? Il faut être à l'écart et l'observer, le regarder, voire le commenter de la manière dont le font certains médias, c'est-à-dire de manière méprisante, ou alors en être et l'épouser. C'est un peu l'exemple de Victor Hugo avec la Commune. Je crois qu'il dit c'est une belle chose mal faite. Non, c'est une belle chose. C'est une belle chose, et donc elle est faite dans les modalités dans lesquelles la population, le peuple, veut le faire. Le dégagisme est une aspiration profonde de la société, on l'a vu, il y a eu des mots d'ordre révolutionnaires très clairs, ça a commencé en Amérique latine avec le fameux « qu'ils s'en aillent tous », on l'a vu plus récemment
en Tunisie, où c'était un mot d'ordre très clair, c'était dégager, voilà. Et alors il y a la question du populisme qui est parfois mal utilisé, mal employé pour nous mettre dans le même panier, notamment que l'extrême droite. Mais enfin, il y a des forces politiques bien avant la France insoumise, et je pense par exemple, puisque Marie-Pierre est là, au Parti communiste. Enfin, c'est le Parti communiste qui a inventé le prix du roman populiste. C'est le Parti communiste, je crois, dans les années 70, qui disait il faut l'unité du peuple français. Donc ces mots d'ordre-là, y compris on parle de populaire, eh bien c'est des mots d'ordre qui sont déjà ancrés depuis longtemps, c'est pas neuf. Donc pour moi, la reconquête passe par là, effectivement, et par le fait d'épouser ces formes de revendication du peuple. Et ensuite, oui, clairement, être en rupture totale avec une vision mercantile de la politique, comme a pu le théoriser Terra Nova. Oui, nous ne faisons pas de la politique pour des parts de marché, ça a le mérite d'être clair. Nous voulons que le peuple soit un acteur politique en tant que tel, et de ce point de vue, la souveraineté populaire est notre boussole absolue. Voilà ce que nous souhaitons faire. J'anticipe du coup sur la deuxième question, avant de passer la parole, sur la question que vous posez du rapport qui a déjà été évoqué dans notre débat entre le centre et la périphérie. Bon, d'abord dire que l'espace urbain est un lieu de l'accumulation capitaliste. Les plus grosses crises du capitalisme sont notamment sur les questions immobilières. Et vous avez des rues dans certaines grandes villes de France qui sont intégralement le fait de fonds de pension qui ont investi là-dedans. Et c'est intéressant parce que la logique à l'œuvre dans l'immobilier, on le voit bien. Par exemple, qu'est-ce qui explique, alors qu'il ne s'est rien passé au centre-ville de Paris, qu'un certain nombre de mètres carrés prennent des prix absolument incroyables sur le temps d'une année ou de 2 années? Absolument rien. Concrètement, il ne se passe rien. Sinon qu'une logique de financiarisation que l'on connaît bien. Pour moi, il n'y a pas de dialectique entre centre et périphérie. Il y a la ville comme un lieu d'accumulation capitaliste. Et c'est le mode d'organisation capitaliste qui provoque ces mouvements. Historiquement, ça a d'abord été éloigner les populations des villes pour organiser la production, notamment dans les campagnes. Ensuite, ça a été le fait de les ramener vers les villes. Et après, si on tire le fil jusqu'au bout, ça nous amène au phénomène de gentrification qu'on voit aussi aujourd'hui dans les villes. Il faut penser le peuple comme un tout. Pour nous, je l'ai dit, ce sont les réseaux et l'accès à ces réseaux qui constituent le peuple. Il n'y a pas de problème de périphérie en soi. Il y a le problème du recul des services publics, du recul de l'emploi et des réseaux dans des territoires. Mais c'est vraiment pas la dialectique centre-périphérie. C'est bien le modèle d'organisation qui fait que les choses sont organisées de cette manière, y compris sur le territoire. De la même manière, quand vous dites les métropoles mondialisées auraient largué les amarres, non, elles n'ont pas largué les amarres, elles sont simplement dépendantes d'un mode d'organisation qui est celui-ci, qui pense le territoire en termes de compétitivité, en termes de compétition entre les territoires, et l'espace est un rapport social, il n'y a pas d'espace en soi. Vous prenez une montagne dans laquelle il n'y a rien, juste le bouquetin, vous y installez une piste de ski, de fait, il y a un rapport social qui naît, il y a des processus qui sont à l'œuvre sociologiquement. Et clairement, la détermination de cet acteur nouveau qu'est le peuple en réseau est l'essentiel du moment politique qui nous occupe et qu'il faut pouvoir observer. Et de ce point de vue, effectivement, la question des services publics s'inclut dans cette logique de l'accès au réseau. Gérald Andrieux, je me tourne vers vous, parce que cette question elle est centrale dans votre ouvrage. On a parlé donc de France périphérique, on a parlé aussi du dégagisme, et je vous entendais dire tout à l'heure qu'ils n'attendaient pas Macron, mais ils n'attendaient personne d'autre. Donc est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus ? Il faut bien le dire, moi qui marchais du nord de Dunkerque jusqu'à Menton, le nom de Mélenchon a été très peu prononcé au cours des conversations. Et celui d'Hamon aussi. Et pour être tout à fait franc, celui d'Hamon était prononcé pour me dire tout le mal qu'ils pensaient de la seule mesure qu'ils avaient retenue de cette campagne présidentielle, le revenu minimum universel. Parce que c'était une forme d'absurdité pour eux. Ils voulaient du travail et vivre dignement de leur travail, et que leurs enfants aient un travail et qu'ils vivent à leur tour dignement de leur travail. C'était d'autant plus absurde qu'un responsable politique se présente face aux Français en leur disant le travail va disparaître, puis je vais rien faire pour l'empêcher de disparaître, et je vais vous donner une piécette et tout ira bien, nous serons heureux. Et finalement, il a eu le score de son impuissance théorisée en quelque sorte. Je suis un peu impuissant, je ne peux rien faire. Résultat, il pèse 6%, c'est bien ça. Bon, allez, on lui en rajoute 2.
Alors la question du dégagisme. Bon, j'aimerais, moi, être optimiste et comme vous, penser que l'abstention est un message politique. Je crois que ça l'a été. Je crains qu'on soit passé au-delà. Je m'explique. Quand je rencontrais un électeur du Front National, il avait encore de la colère en lui, et cette colère, pour moi, était le début d'un discours politique ou d'une argumentation politique. On peut la refuser, on peut trouver ça absurde, mais c'était théorisé. Il y avait des causes, et la conséquence était son bulletin pour le Front National. Et pendant longtemps, les abstentionnistes, c'était le cas. Ils disaient ça ne nous intéresse plus. Mais là, j'ai rencontré des gens qui vivent dans une société parallèle, qui disent allez-y, mais jouez, et ils s'organisent entre eux. Alors quelqu'un comme Michia vous dira mais dans les petits villages, il reste cette solidarité. Et là, je crois que Michia, il pense à travers son expérience personnelle, qui lui vit reculé dans un petit village du sud-ouest, si je ne me trompe pas. Du sud-est ? Dans la France du Nord, de l'Est et du Sud-Est, où moi aussi je suis passé, j'ai vu une société qui était tellement atomisée que la solidarité n'était plus présente entre les gens dans ces petits villages. Je faisais un petit test assez simple, puisque je dormais chez les gens que je rencontrais, je leur demandais souvent « Qu'est-ce que fait votre voisin ?» Et en fait, ils ne le connaissaient pas, leur voisin. Ils ne savaient pas quel métier il faisait, et d'ailleurs, ils ne savaient même pas son nom. Et pourtant, ils pouvaient vivre dans des hameaux de 200, 300, 400 habitants, ou des villages de 2000 habitants. Et donc, moi, je suis très inquiet sur cette idée de l'abstention serait déjà un geste politique. Ils sont au-delà, il n'y a plus de colère. Ils s'organisent entre eux, et la dernière chose qui les rassure encore, quand ils en ont une, c'est leur famille. Alors, ce dégagisme... En fait, il a opéré, c'est qu'ils se sont dégagés eux-mêmes de la chose publique. Et ça devrait nous tracasser à chaque instant. C'est-à-dire qu'on vit dans une société tellement atomisée qu'il y a des gens qui ont l'impression de ne plus appartenir au commun du tout. Ça repose à nouveau la question des services publics, la question des commerces, des endroits où on se rencontre. Le travail, on l'a dit, est atomisé lui-même. Il n'y a plus de grands centres de production où on se rencontre, où se nouent les solidarités. Il n'y a plus d'endroits où on se rencontre. C'est terrifiant. Je prends un exemple tout bête, je le raconte dans mon livre, je ne savais pas que ça existait. Honte à moi, j'ai découvert qu'il y avait des distributeurs automatiques de baguettes dans notre pays, la France. Des distributeurs automatiques, les gens viennent en voiture, s'arrêtent, mettent une piécette, attendent quelques minutes que la baguette chauffe et repartent. Il n'y a même plus un endroit où discuter. En fait, ils se sont retirés, on les a retirés, le dégagisme est total, il n'est pas simplement politique, il est physique, il est territorial. Et la question, c'est comment on retrouve du commun, comment on se reparle, comment on se rencontre, comment on échange, comment on se noue des solidarités. Alors, je l'ai dit, oui, le nom de Mélenchon a été peu prononcé sur mon parcours. Je précise ma pensée. Dans le Nord, il était prononcé. Dans les anciens bastions ouvriers et communistes, il était prononcé. Il était parfois prononcé avec beaucoup de doutes et parfois avec beaucoup de suspicion, puisque le nom de Mélenchon, c'était à la fois la vie des idées de ces gens que je rencontrais et la mort du parti pour lequel il s'était investi, ou pour lequel il s'était battu pendant des années. Donc c'était un rapport très ambivalent à Mélenchon et à la France insoumise. En revanche, je crois que l'évolution du discours du front de gauche à la France insoumise, ce discours consistant à ne plus utiliser le mot gauche et à utiliser le mot peuple plutôt, ça, j'ai senti qu'il y avait un petit frémissement dans le pays pour ça. C'était plus... En tout cas, cette évolution du discours pouvait rencontrer un certain écho. Mais assez limité, il faut bien le dire. Je l'ai dit, Hamon, son nom était peu prononcé. Mélenchon, son nom était peu prononcé. À l'époque, il y avait même l'éventualité d'un candidat écologiste. Je crois que personne ne m'a jamais parlé d'Europe Écologie Les Verts. Et le dégagisme était total. Et il ne faut pas s'illusionner. Si les gens ont voté pour Macron, c'est qu'il a incarné aussi ce dégagisme. Un dégagisme qui doit vous déplaire dans la salle, j'en suis certain. Mais c'était une façon d'évacuer, croyait-on, ou croyait plutôt les gens qui avaient voté pour lui, ils croyaient évacuer une partie du personnel politique. Il se trouve que quand on regarde, quand même, une bonne partie du personnel politique, en fait, a été recyclée dans le macronisme au pouvoir. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que le dégagisme, il l'a théorisé au point qu'il a fait de la société civile un argument de force pendant cette campagne.
en disant ras-le-bol de ces professionnels de la politique, je fais appel à des gens qui connaissent véritablement leur sujet. Et alors là, on arrive dans une période complètement folle. Vous avez vu ce qui arrive à notre ministre de la Culture. Elle est recrutée parce qu'elle est éditrice. Et donc, elle est la société civile. Société civile, entre nous, c'est l'ersatz du peuple. On ne veut pas le peuple, on veut un truc qu'on appelle la société civile. On l'a fait venir au pouvoir. Et puis, on ne la trouve pas assez politique. On commence à la critiquer. Et aujourd'hui, on lui retire de ses attributions le domaine de l'édition parce qu'il y aurait un possible conflit d'intérêts. On marche sur la tête. Complètement. Alors là, c'est le dégagisme entre eux. Ils sont en train de se dévorer. C'est intéressant. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Je vous souhaite que ça aille très loin, que ça vire au cannibalisme le plus total. Mais oui, on est peut-être dans une ère de dégagisme total. Merci. Vous l'avez dit, donc la question du service public, elle est indissociable de celle du commun, du lien social. Emmanuel Morel, comment est-ce qu'on peut se réemparer de cette question? Quelle priorité lui donner? Quel discours adopter sur la question des services publics? Je reviens quand même sur les deux débats d'avant, mais très rapidement. Pas sur le dégagisme, sur la désaffection quand même, parce qu'on dit qu'il y a une crise de la représentation, il y a une crise de la représentativité. La vérité, c'est qu'il y a surtout une crise de l'efficacité. Les gens, ils se détournent du politique parce que le politique ne répond pas à leurs problèmes. À partir du moment où il y a une persistance du chômage de masse, qu'il n'y a pas d'augmentation des salaires, que les gouvernements qui succèdent, donc j'inclus évidemment le Parti Socialiste, mais le Parti Socialiste parfois a gouverné avec d'autres, Marie-Pierre, évidemment, d'ailleurs ça concerne tout le monde autour de la table sauf Gérald, donc évidemment c'est cette crise de l'efficacité qui entraîne de la désaffection. Il y a un autre truc aussi, c'est évidemment le sentiment que les gens ont, et ils ont raison, que souvent leur vote n'est pas respecté. 2005, c'est une tragédie pour la démocratie en fait, puisque alors même qu'à l'issue d'un débat démocratique de longue haleine, avec pour le coup une vraie mobilisation populaire. Moi je me souviens de réunions hallucinantes en Lozère, dans des bleds improbables, où il y avait 200 personnes avec le texte de la Constitution européenne qui venaient annoter pour discuter. Donc c'était un vrai moment de débat populaire. Là pour le coup c'est vrai. Et à l'issue de ce vote, qui était un vote clair, sans ambiguïté, on a une partie des dirigeants politiques, des sociodémocrates et puis la droite, qui tranquillement remettent en cause ce vote. Et ça n'a pas lieu qu'en France, ça a lieu partout. Et de ce point de vue-là, ce qui s'est passé en Grèce après, ou aux Pays-Bas à l'époque, en témoigne. Ça, c'est la première chose. Donc il y a aussi un rapport à la souveraineté. C'est pour ça que moi je crois qu'il faut que la gauche se réempare complètement de cette question. Je sais que Au vent se lève, c'est un des sujets qui vous intéresse. Souveraineté au sens de prise sur le cours des choses, quoi. Et ça suppose que la gauche se réapproprie un certain nombre de choses. Vous parliez de frontières, de nations, de souveraineté, c'est des mots qui doivent être à nouveau dans le débat public. Deuxième chose, sur centre-périphérie. Moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. La vérité, c'est qu'il y a des périphéries. Parce que Versailles et Clichy-sous-Bois, c'est la périphérie, mais ce n'est pas exactement pareil. De la même façon, au sein d'une même périphérie, vous avez quelquefois des distorsions incroyables. Moi, j'habite dans le Val d'Oise, à 20 km de Paris, entre Sarcelles et Villiers-le-Bel. Et j'habite, moi, dans une ville qui n'est ni Sarcelles ni Villiers-le-Bel. Donc, à 1 km de distance, vous avez des différences assez fondamentales. En revanche, et c'est là que le livre de Andrieux est important, c'est la France rurale et la France industrielle. C'est ça le vrai souci. Enfin, la France désindustrialisée. La France, parce qu'il n'y a plus de politique industrielle. En fait, il faut revenir à la racine du problème. Il n'y a plus de politique industrielle et il n'y a pas de politique en direction de la France rurale parce qu'on abandonne un modèle agricole traditionnel que les traités de libre-échange négociés au niveau européen sont en train de condamner encore plus. Je veux dire, moi, je siège au sein de la Commission commerce international au Parlement européen. Il faut voir ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Y compris négocier des accords avec, même en termes de développement durable, on négocie des accords avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc des pays qui sont à plus de 10 000 km de l'Europe. Et on deal sur quoi? On deal sur l'importation de lait, au moment où l'Europe connaît une crise de surproduction laitière. C'est de ça dont on parle. Donc on a un système économique qui marche sur la tête, mais aussi le sacrifice explicite, volontaire, organisé par des forces économiques, de la politique industrielle. Je reviens de Belfort, là, j'étais la semaine dernière pour rencontrer les salariés d'Alstom. Enfin, ils ne sont plus d'Alstom, ils ont été vendus à General Electric. Et quand ils vous racontent la braderie progressive d'un patrimoine industriel incroyable, c'est de ça dont il faut
qu'on parle. Alors, le rapport avec les services publics, il est évident, parce que là où il y a de la politique industrielle, il y a des infrastructures de transport, il y a des gares, il y a des postes, et donc ça forme un tout. Sur les services publics, pour être très court, je pense qu'il ne faut pas mettre le début du petit doigt dans le discours de la droite et même d'une partie de l'idéologie dominante qui pense les services publics en termes de dépenses. Ça coûte cher, c'est pas efficace. Il faut partir des besoins fondamentaux. Les gens ils ont besoin d'avoir une gare à moins de 10 km de chez eux, ils ont besoin d'avoir un bureau de poste dans leur ville ou leur village, ils ont besoin de tel ou tel service, on part de là. Pareil sur l'hôpital. Sur l'hôpital, il y a une étude qui vient de paraître la semaine dernière qui montre que plutôt que des grosses centrales hospitalières de grosse taille, c'est beaucoup plus efficace, là je parle pour la santé des gens, d'avoir des structures moyennes, voire petites, au plus près des territoires. Là aussi, ça suppose de repenser complètement notre politique de service public. Pour ça, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Il faut oser les politiques de relance au niveau européen comme au niveau national. Et on en revient toujours à la même chose. Il faut aussi déconstruire un discours qui vise à culpabiliser les gens sur les coûts. Le coût de la santé, la dette publique. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel les médias dominants ne nous lâchent jamais, c'est sur cette histoire de la dette, le coût. Parce qu'évidemment, ils ont, avec toute la novlangue néolibérale, néo-managériale qui va avec. Ça, c'est le débat le plus sérieux qui doit mobiliser toutes nos forces. Merci. On n'a plus beaucoup de temps. Je vais essayer de prendre des questions de la salle s'il y en a. On a 5-10 minutes. Oui. Oui, tout d'abord, merci aux intervenants. Je vais me montrer discriminant. Ma question s'adresse en priorité à monsieur Adrien Quatennens. En fait, on a parlé du désintérêt, voire du mépris des classes populaires par rapport aux dirigeants. Et moi, j'ai envie de vous demander, de votre point de vue, quel doit être le rôle des responsables politiques, et notamment, puisqu'on arrive en 2020 au municipal, le rôle d'un maire vis-à-vis des classes populaires. Je vous remercie. Une question par rapport à ce qu'on avait dit au début sur la conscience de classe. Marx, il les matérialise, donc il fonde la conscience de classe sur le fait que les ouvriers, ils habitent au même endroit, ils ont le même boulot et du coup ils sont capables de s'identifier les uns aux autres. Et aujourd'hui, les classes populaires, c'est des gens qui ont des horaires impossibles, c'est des aides-soignants, des cheminots, c'est des métiers très différents, des gens qui habitent dans des endroits très différents. Du coup, est-ce qu'en fait, matériellement, c'est vraiment possible d'avoir une conscience de classe dans une société pareille? Oui, j'ai une question pour les représentants du Parti socialiste. Parce que... le député, excuse-moi, oui, pas officiel. C'est une question parce que vous parlez tout à l'heure de la disparition de la classe sociale, tout ça. Mais par exemple, du pays que je viens, l'Espagne, le Parti socialiste ouvrier espagnol, il a fait disparaître en présent, et aussi en Espagne à partir de 1983 avec Mitterrand, en fomentant l'individualisme, en disant que chacun il pouvait gagner beaucoup d'argent. En Espagne, un ancien ministre disait que c'était un pays où on se pouvait faire riche facilement. Et après Tony Blair, il disait que tous on savait devenu de la classe moyenne et que tous on se peut entendre et qu'à cause de la disparition de l'Union soviétique, il faut s'assumer que les riches ils avaient le pouvoir et voilà que c'était comme ça. Et la question, excuse-moi, la question ça veut dire vous, votre parti, vous êtes responsable de la disparition de la classe populaire? Pas vous, mais votre parti, que vous. On va peut-être prendre... Bonsoir, merci pour ce débat. Moi, je voulais évoquer une question qui n'a pas été abordée dans ce débat et qui a été très peu évoquée pendant la campagne présidentielle, alors qu'elle est liée très fortement à la question des services publics. C'est la question des nationalisations, en fait.
C'est-à-dire que durant les années 90-2000, il y a un tas d'entreprises de services publics qui ont été nationalisées, Engie récemment, les autoroutes, Air France, etc., qui ont été privatisées, autant pour moi, oui. Comment d'abord se réapproprier ces services publics pour qu'ils redeviennent véritablement des services publics, donc quelle méthode, lesquelles, et est-ce qu'il n'y a pas une forme de tabou autour de cette question à gauche aujourd'hui? On va passer aux réponses. Peut-être Adrien Quatennens, s'il y avait une question qui vous était directement adressée au début. Oui, je vais répondre à la question qui m'était adressée et puis je répondrai aussi en partie sur les services publics et la question de la privatisation. Poser la question de savoir quel est le rôle d'un dirigeant politique et plus avant éventuellement d'un maire ou d'un élu municipal. Moi, vous l'aurez compris, dans la prise de position que j'ai eue depuis tout à l'heure dans le débat qui nous occupait sur les classes populaires et leur désaffection par rapport aux politiques, je considère que nous devons renouer avec la souveraineté populaire et je vous ai dit que pour notre action politique, c'est le guide principal, c'est ça. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de programme, qu'on n'a pas de proposition à formuler. Nous, on avait identifié dans le cadre du travail programmatique un certain nombre de défis à relever et les conditions de pouvoir le faire. Je pense à la question institutionnelle, je pense à la question écologique, à la question sociale, au partage des richesses, plus avant même à la question géopolitique. Mais évidemment, on doit déconstruire le discours dominant, faire des propositions. Et après, moi, je pense que la principale tâche qui nous occuper, c'est comment faire en sorte que le peuple se réapproprie la politique lui-même. Eh bien, je pense qu'à toutes les échelles, lors de tous les rendez-vous électoraux, et ensuite, dans la manière dont les élus exercent leur mandat, ça doit rester la boussole principale, y compris à l'échelle d'une municipalité. Bien évidemment qu'il faut avoir dans un programme municipal des grandes propositions. Et d'ailleurs, veiller tant qu'à faire à ce qu'elles soient modélisables. Pas avoir des visions maximalistes pour avoir le plus beau programme. Et derrière, une fois l'accession au pouvoir, ne pas être en capacité de faire. D'autant plus dans une logique qu'on connaît et qu'on voit toutes et tous être à l'œuvre, qu'est que de moins en moins, il y a des problèmes locaux. En réalité, les problèmes locaux sont souvent le fait de problèmes qui sont à des échelles supérieures. Vous regardez des problèmes que vous avez à l'échelle d'une municipalité, on va souvent vous renvoyer vers les compétences de la métropole aujourd'hui, puis après du département, de la région. À ça, on va vous parler d'un budget national, et le budget national, on sait tous autour de cette table qu'il est notamment induit par des décisions au niveau européen. Bon, donc clairement, il y a une capacité à faire localement, mais il faut qu'elle soit réaliste, j'ai envie de dire. Et ensuite, il y a la question de l'expression de la souveraineté du peuple à l'échelle d'une ville. On parle beaucoup, vous avez entendu parler, c'est très à la mode, de démocratie participative. Mais là aussi, il y a tout et son contraire. Il y a le noir et le blanc et toute une palette de nuances entre les deux. Par exemple, vous prenez le cas de Montréal. La démocratie participative à Montréal, ça va très loin. C'est-à-dire que quand on a un projet, par exemple, d'urbanisme, eh bien, on implique réellement la population là-dedans. Il y a d'autres endroits en France où, quand on vous parle de démocratie participative, la prise possible de la population, des citoyennes, des citoyens sur le projet en cours se résume à mettre des gommettes sur un document qui est déjà préétabli pour choisir la couleur du banc dans le parc public. Bon, bah, clairement, c'est pas le même modèle. Donc je pense que le rôle d'un maire aujourd'hui doit être de créer les conditions, de déterminer quelle est la volonté réelle des citoyennes, des citoyens sur le territoire qu'il occupe, sur la ville qu'il occupe, et de comment on fait en sorte de pouvoir rendre cette volonté populaire opérationnelle. Et ça n'est pas antinomique du fait de porter quelques grandes propositions, notamment en termes de gratuité des transports, sur la question de l'eau également. Voilà, ça doit être double, en l'occurrence. Après, sur la question que vous posiez des privatisations, ce que vous avez décrit montre à quel point il n'y a pas de vision stratégique, et on le voit encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une vision purement budgétaire. Là, on a bientôt la loi Pacte, je vous invite à regarder ça de près après les vacances, parce qu'il faut la digérer, qui va arriver à l'Assemblée nationale, qui est censée redéfinir le rôle de l'entreprise. Bon, il n'y en a à peu près rien. Par contre, on sait que le gouvernement en profite pour nous ramener un certain nombre de nouvelles privatisations. C'est le cas, vous avez entendu parler sans doute de la Française des Jeux, d'Aéroports de Paris. On peut aussi se poser la question, puisqu'on parle de souveraineté ici,
de quel est le sens de privatiser un aéroport, parce que de fait c'est aussi une frontière. Et on voit mal comment la concurrence peut s'établir dans un aéroport en tant que tel. Et également c'est le cas d'Engie. Et vous avez vu, on a eu le débat récemment sur la SNCF, personne n'a été en capacité, personne n'a pu nous démontrer l'intérêt pour les usagers de l'ouverture à la concurrence. C'est du pur fantasme. Moi j'attends la personne qui peut me faire la démonstration que la concurrence va améliorer quoi que ce soit du service. Je ne dis pas que tout doit être monopolistique et que la concurrence ne peut jamais stimuler quoi que ce soit. Par contre, je conteste le fait qu'elle soit efficace dans tous les secteurs. Or, on le voit bien, et notamment au niveau de l'Union européenne, on a une volonté purement idéologique de faire en sorte que la concurrence libre et non faussée s'applique à tous les secteurs. Quoi que vous fassiez, quoi que vous vendiez, ça va être le meilleur modèle d'organisation. Or, on en voit l'absurdité. Je vais vous prendre un exemple pour terminer. Vous parliez notamment du marché de l'énergie. Parce que là, il y a Engie, mais avant ça, il y a eu EDF, etc. Et on voit bien ce qui s'est produit. Quand ils ont ouvert les marchés de l'énergie, très vite, ils ont eu un souci. C'est que les acteurs qui sont arrivés pour faire concurrence à l'opérateur historique n'avaient pas les moyens de production de cet opérateur historique. Premier caillou sur le chemin de la libre concurrence. Et bien ils ont trouvé la solution, ils ont dit c'est pas grave, on va faire quelque chose d'autre, on va demander à l'opérateur historique de revendre une partie de sa propre production à ses concurrents à un prix qu'on va fixer, pour qu'avec sa propre production, ils viennent lui faire concurrence. Vous voyez l'absurdité complète du modèle. Je discutais une fois avec un boulanger qui avait lu un article dans Le Monde qui expliquait ça, il m'a dit mais attendez, on marche sur la tête, si je comprends bien, c'est comme si moi qui suis boulanger, j'ai investi dans un fournil un moyen de produire, et demain, n'importe qui achète un local commercial vide en face de chez moi et qui va écrire dessus boulangerie, eh bien, la loi m'imposerait de lui refourguer à prix fixé mes baguettes le matin pour qu'avec mon propre pain, il vienne me faire concurrence. Je lui ai dit, vous avez tout compris, c'est exactement ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire qu'on a un aveuglement idéologique total. Et là où on est à l'aise, pour le coup, pour venir les contester sur ce fait, c'est que personne ne sait faire la démonstration de l'intelligence du truc. C'est qu'on bute sur l'efficacité et puis ça se vérifie après en bout de course. Honnêtement, les factures d'énergie n'ont pas baissé, c'est même tout le contraire. Donc on est plutôt à l'aise sur ce fait-là. Après, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. La question qui est le seul prisme finalement de tous nos débats depuis un an quasiment à l'Assemblée, c'est effectivement comment on peut écraser les coûts. Comment on passe le rabot. Finalement, le seul projet politique pour lequel on devrait se lever avec beaucoup d'enthousiasme chaque matin, ça serait de faire des économies. Je suis d'accord pour dire, faire des économies, ce n'est pas un projet politique. Et oui, tout coûte cher. Et on peut assumer qu'un service public fort, notamment de la santé, ça coûte cher. Mais dès lors qu'on en a besoin, on doit savoir pouvoir organiser les conditions de la réponse à ces besoins. Et s'ils veulent des idées, y compris en termes de capacité budgétaire, ça tombe bien, on en a plein. Vous savez comme moi que l'évasion fiscale, la fraude et l'évasion fiscale est chiffrée à entre 60 et 80 milliards d'euros. Ça représente 1 600 euros par an et par contribuable. Ça laisse de belles marges de manœuvre. Merci. Emmanuel Morel. Ouais, voilà. Allez. Très vite. D'abord, sur la question sur Marx, c'est vrai, en même temps, l'existence détermine la conscience. Donc, ça va un peu à l'encontre de ce que vous disiez, sauf sur un point. Je pense qu'en effet, il faut qu'on travaille davantage sur les histoires d'horaires de travail, conditions de travail. C'est tout un domaine que la gauche doit se réapproprier, même si elle l'a un peu fait là, il y a quelques semaines à l'Assemblée, quand vous avez discuté des ordonnances Macron. Deuxième chose, je ne répondrai pas. Il y a quelqu'un qui me demande si je suis responsable de tout le malheur du monde et la disparition de la classe ouvrière. Je crois qu'une partie, oui, de la social-démocratie, on est responsable, comme des partis de droite. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, il y a une crise dans la social-démocratie européenne. Il y a clairement une partie de ceux qu'on appelait jadis mes camarades qui sont passés de l'autre côté. Et donc, il faut tourner la page. Moi, je fais partie de ceux qui tournent la page. Troisième chose, parce que là, c'est quand même pour demain, sur la question des nationalisations. D'abord, moi, je pense qu'il faut qu'on mène une campagne commune. Alors, on n'est pas obligé de dire le rassemblement de la gauche, parce que ça déplaît à certains, mais il faut qu'on mène des campagnes communes sur la privatisation d'Aéroports de Paris. C'est un pur scandale. C'est un non-sens économique. Et en termes de souveraineté, là pour le coup, souveraineté démocratique et économique, ça pose de sérieuses questions. Française des Jeux également. Alors c'est plus touchy, mais en même temps c'est quand même fou que ces gens qui passent notre temps à nous dire qu'il faut faire des économies et qu'on a une crise des recettes publiques s'apprêtent à vendre au privé.
et moi je ne peux pas croire que ça soit un hasard et qu'ils n'aient pas déjà un acheteur en tête, quelque chose qui rapporte des recettes stables à l'État. Et en plus, ça va créer une dérégulation du jeu qui va favoriser les comportements addictifs, etc. etc. C'est une folie. Troisième chose, là, il y a peut-être une mobilisation tout de suite à organiser. Ma gare, notre gare, à toi aussi, la gare du Nord, dont on apprend cette semaine qu'elle sera en partie gérée, enfin qu'elle sera gérée par le privé, puisque la SNCF aura une part minoritaire. Là, pour le coup, ça vient démentir quelques semaines après tous les arguments de la droite, enfin de En Marche, ce qui était pareil, qui disaient mais non, mais cette réforme ne vise aucunement à privatiser les gares. Ben si, ils sont en train de le faire, à privatiser tout court, mais ils vont jusqu'à ce scénario incroyable, vous vous souvenez dans le film L'exercice de l'État, là, où les mecs à un moment se disent on va vendre des gares. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que vraiment la réalité rattrape la fiction, et là ça suppose à mon avis quelque chose de brutal, de violent, de virulent, parce qu'ils vont trop loin. Donc en fait il faut s'opposer à cette extension indéfinie de l'emprise du marché et opposer l'extension du domaine des biens communs. Et pour répondre à la question concrète du retour au pouvoir, je ne sais pas si la gauche reviendra rapidement au pouvoir, je le souhaite, c'est possible. Moi je pense qu'il faut assumer une politique de nationalisation hyper ambitieuse. Par exemple, je ne conçois pas qu'on n'ait pas envie de renationaliser les autoroutes. C'est un pur scandale. C'est l'illustration parfaite de la socialisation des pertes et la privatisation des profits. Et bah, justement, là-dessus, on a un combat à mener, un combat qui ira bien au-delà de la gauche, puisque je vous rappelle qu'au moment où ça avait été fait, même des voix, des consciences de droite s'étaient élevées en disant « là, quand même, on est dans la braderie du patrimoine national la plus scandaleuse ». Bah, ça reste vrai. Donc vous voyez là-dessus, on peut aller même au-delà de notre camp. Oui, sur nationalisation ne règle pas tout. Tu as des entreprises nationales qui mènent des politiques de boîtes privées. Pourtant, je suis pour les nationalisations, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne règle pas tout le problème par un monopole public. Il faut, dans le même temps, développer la question des droits salariaux, la question de la gouvernance, la question de la stratégie et autres. Donc, oui, aux nationalisations, mais vraisemblablement, faut-il faire un nouveau type de nationalisation. Et pour ce faire, très prioritairement, je pense qu'il y a un pôle bancaire dont il faut s'occuper, parce qu'à un certain moment, si on veut pouvoir au développement des politiques publiques, en lien avec ce que disait tout à l'heure Emmanuel, y compris sur l'industrie, on aura besoin d'être soutenu par un vrai pôle public bancaire. La seconde chose que je voulais donner, c'est que on parle beaucoup de lutte à mener immédiatement sur les questions des services publics et autres. Il y en a une qui n'est pas finie quand même, elle s'appelle la lutte des cheminots. Je dis comme ça parce que même ici, on a l'impression que ça y est, ils ont perdu. Et moi, elle m'intéresse d'autant plus cette lutte, au-delà de ce qu'est le rail et de ce qu'est un service public du rail, que là, quand même, on a un petit ballon d'essai de la part du gouvernement sur sa manière de faire plier le mouvement syndical dans son ensemble. Et dans la perspective qu'on a évoquée chacun à notre place, cette question, elle n'est pas une question secondaire, elle est une question première. C'est-à-dire que dans la crise politique qui affecte les partis, il y a aussi toutes les structures qui ont fait le mouvement social ou le mouvement ouvrier sur ce dernier siècle. Et la question du syndicalisme, et là non plus je ne suis pas sur le statu quo, elle doit se poser et on doit la solutionner. Parce qu'un pays sans syndicats qui auront de quoi aborder et gagner un rapport de force face à un gouvernement, eh ben, c'est pas un pays dans lequel on va pouvoir marquer beaucoup de victoires. Troisième chose, c'est que puisqu'on parle de convergence immédiate et services publics, l'année prochaine, il y a des européennes. Parler services publics, c'est parler des marges de manœuvre qu'on a au plan national, et on en a. La directive de libéralisation du rail, elle n'impliquait pas de casser le statut des cheminots. Celle de l'énergie, elle n'implique pas de privatiser et de vendre les barrages hydrauliques. Pour autant, si on veut aller au bout d'une vraie politique publique en France comme en Europe, la question de revenir sur un certain nombre de directives de libéralisation des services publics se pose. Elle se pose sur le 4e paquet ferroviaire, elle se pose aujourd'hui sur toute la problématique de la mobilité.
avec les camions, mais quand on pense camion, faut penser également fret et il faut penser toutes les questions en chaîne jusqu'au développement durable. Elle se pose sur les questions énergétiques, parce qu'aujourd'hui, c'est les énergies renouvelables qu'on est en train de privatiser. C'est bien 35% d'énergie renouvelable, sauf que derrière, c'est Veolia qui l'assure. Donc, je crois que ça serait bien qu'on se dise, au même titre de ce que vient de dire Emmanuel sur la question de l'aéroport de Paris, que ce type-là de bataille, non seulement elle peut nous rassembler de manière très large, mais en plus, ça peut être un marqueur, un curseur dans ce qu'on dit du combat pour les consciences qu'on veut tracer. Toute dernière chose, je voulais dire un mot sur dégagisme. Moi, j'entends la manière dont tu l'as décliné et je peux me retrouver sur des points. C'est-à-dire que l'idée de sortir des gens et des forces, parce qu'aujourd'hui, elles sont une entrave au développement de l'intérêt général, c'est quelque chose qu'on ne peut que partager. Par contre, la question de dégagisme, si elle ne s'appuie pas sur une conscience des enjeux, si elle ne s'appuie pas sur un projet qui est partagé, et qui est partagé du point de vue des idées, hein, ce n'est pas une question électorale, c'est une question politique à part entière, et si elle ne s'appuie pas sur une perspective commune de conquête du pouvoir, eh bien, ça peut donner des choses très variables. Le dégagisme en Italie, ça ne donne pas la gauche, ça ne donne pas la transformation sociale et ça ne donne pas l'anticapitalisme. En Hongrie ou en Angleterre, en Grande-Bretagne, le dégagisme du Brexit, ça ne fait pas sortir non plus le capitalisme. Donc, je crois que le débat premier, de pousser sur le fond les contradictions qui sont les nôtres et les convergences qui sont les nôtres, et de se projeter, quelles que soient par ailleurs nos cultures et nos expériences, sur des objectifs communs et partagés, ce n'est pas de la cuisine électorale, hein, mais c'est de la politique, tout simplement. Réponse très très rapide d'Adrien Quatennens. Très, très rapidement, tu auras bien compris que quand j'ai parlé de dégagisme tout à l'heure, j'ai bien insisté sur le fait que ce n'est pas une force politique, et pas la mienne notamment, qui infuse cette idée dans le débat public. C'est la prise en compte de quelque chose qui existe dans le pays et dans le peuple et qu'il faut épouser. Voilà ma thèse. Bien évidemment que pour le reste, il y a un programme et pour le coup, pas des moindres en termes de propositions. S'il fallait résumer ce débat qui nous occupe, et je pense qu'il va continuer de nous occuper, entre la question de fédérer le peuple ou rassembler la gauche, qui est un débat stratégique dont nous ne pouvons pas faire l'économie, il faut qu'on puisse l'avoir. Moi je dirais que finalement, c'est pas au peuple de rassembler la gauche, c'est l'inverse. C'est à la gauche d'épouser et de retrouver le peuple. Voilà ce que nous avons à faire notamment dans la période. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette rencontre très riche.